Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 2 mars 2018, diffusée dimanche 4 mars de midi à 13h30 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. À tous les auditeurs présents et à venir, salut. Ici Philippe Delorme. La vague de froid polaire qui s'abat en ce moment sur la France vous a peut-être incité à demeurer chaudement chez vous, près du poste de radio ou de l'ordinateur. Vous êtes donc sans doute plus nombreux que d'habitude à écouter ce libre journal de Lumière de l'Espérance, et je m'en réjouis. Nous venons d'entendre le début de la messe pour les morts, Missa pro defunctis, de François-Joseph Gossec, composé en 1760. Gossec a vécu de 1734 à 1829, donc 95 ans. Il était ami de Mozart et il a été d'abord au service des princes de Condé et de Conti. Il a dirigé l'école royale de chant et de déclamation qui est devenue ensuite le conservatoire. Il a même aussi été directeur général de l'Opéra de Paris. C'était pendant la Révolution, le compositeur officiel de la période révolutionnaire, puisqu'il a composé un hymne à la liberté, le chant du 14 juillet, entre autres choses. Il a été ensuite honoré par Napoléon Ier et meurt donc sous la Restauration à un âge extrêmement avancé. On peut dire que c'est le père de la symphonie française, et cette messe des morts d'une grande beauté a inspiré Mozart pour son Requiem et même aussi Berlioz pour sa grande messe des morts. Gossec est le contemporain de la princesse dont nous allons parler aujourd'hui, même si leurs destins sont extrêmement dissemblables. Madame Élisabeth, née en 1764, est la plus jeune sœur de Louis XVI, et l'on sait qu'elle poussera le sacrifice jusqu'à partager sa captivité au temple et finalement mourir sur l'échafaud. Deux invités vont évoquer cette figure particulièrement émouvante, mais aussi héroïque, de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution. Je présenterai d'abord Madame Dominique Sabourdin-Perrin, qui est docteur ès-lettres et professeure et aussi historienne, conférencière également, mais qui est aussi une habitante du quartier du Temple depuis maintenant à peu près 40 ans, l'actuel 3e arrondissement de Paris. C'est dans ce quartier du Temple que se sont déroulées les dernières années tragiques de Madame Élisabeth. Madame Sabourdin-Perrin avait déjà publié Les Oubliés du Temple en 2011 ou 2012, une série de portraits des personnages qui ont
gravité autour de la famille royale de 1792 à 1795, aussi bien des employés de la prison que même des gens qui étaient de manière, je dirais, forcée, enfin des prisonniers. Elle écrit aussi une pièce de théâtre, Les Enfants du Temple, donc qui retrace de manière plus romancée, en tout cas plus théâtrale, plus dramaturgique, la fin de Louis XVII et de sa sœur. Enfin, en tout cas, le séjour de sa sœur au Temple. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, et c'est pour ça que je connais Madame Sabourdin-Perrin depuis déjà quelques années, puisque ayant travaillé sur Louis XVII, c'est un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur. Dominique Sabourdin-Perrin vient de publier il y a quelques semaines Élisabeth de France, l'offrande d'une vie aux éditions Salvator, donc une biographie de cette princesse dont vous nous avez parlé aujourd'hui. En tant que paroissienne de Sainte-Élisabeth de Hongrie, donc la paroisse du Temple, elle est très impliquée dans la cause de béatification de Madame Élisabeth qui vient d'être relancée en 2017. Ce qui me conduit à me tourner vers mon second invité, Monsieur l'abbé Xavier Snoeck, qui est donc le curé de Sainte-Élisabeth depuis maintenant à peu près 12 ans. Également, donc, en tant que curé de Sainte-Élisabeth, il est chapelain magistral de l'Ordre de Malte. On pourra expliquer ce que vient faire l'Ordre de Malte dans cette affaire, d'ailleurs, peut-être tout à l'heure. Et il est postulateur donc, de la cause, postulateur de la cause de Madame Élisabeth. On expliquera ce que c'est qu'un postulateur de la cause également. Et il est également passionné d'histoire. Alors, nous allons commencer tout de suite, peut-être chronologiquement, Madame Sabourdin-Perrin, sur la naissance de cette princesse. Qui est cette princesse Élisabeth Philippine. Alors Philippine ou Philippe, parce que finalement, quand on regarde l'acte de naissance, le baptême, il est écrit Philippe et non pas Philippine. Donc normalement, on devrait dire Élisabeth Philippe Marie Hélène, donc qui naît à Versailles le 3 mai 1764. D'accord. Alors je reviens pour Philippine. Philippe, on doit prendre celui de l'acte de baptême, oui. Mais la Gazette de France, dès 1764, dès sa naissance, l'appelle Philippine. Voilà. Donc les deux sont valables. Apparemment, mais je préfère Philippe puisque c'est l'officiel. Oui. Bon, alors, Élisabeth de France est la 8e enfant de Louis Ferdinand, dauphin de France, et de son épouse Marie-Joseph de Saxe. Elle arrive dans une famille qui a quand même été déjà éprouvée, qui a perdu 2 petites filles. Mmh. Donc, elle est survivante, sa sœur Clotilde. Et elle, au point de vue fille, parce qu'au point de vue garçon, il y a eu aussi des décès. Donc, reste seulement Louis-Auguste, qui sera le futur Louis XVI, Provence, qui sera Louis XVIII, Artois, qui sera Charles X. Il y avait un frère aîné, donc qui était le. Mais il y en a eu 2. 2 frères aînés, mais enfin un particulier, duc de Bourgogne. Oui, le duc de Bourgogne, qui a été et dont Louis XVI a été un petit peu le souffre-douleur d'ailleurs, parce qu'il allait jouer avec lui, ça ne se passait pas très bien. D'accord. Donc on a cette dernière de la fratrie. C'est la 8e. Qui est baptisée le jour même. Elle alors est baptisée. Ça, c'est assez nouveau dans la famille de France. C'est la première. Oui. C'est la première, puisque on baptisait les enfants. En fait, j'ai repéré la veille d'événements importants. Donc, parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient, on les baptisait, on les confirmait, ils communiaient en général tout à la fois. Donc, la dernière fournée, ça a été Artois et Madame Clotilde, pour être présent au mariage de Madame du futur Louis XVI. Oui. Donc, on a baptisé tout le monde. Oui. Et par contre, Madame Élisabeth est baptisée elle naît la nuit du 3 mai et elle est baptisée tout de suite. À la chapelle, dans la chapelle du palais. Voilà. Il est vrai qu'elle était très fragile, qu'elle avait une constitution très fragile, qu'on a cru qu'elle n'allait pas vivre. Enfin, ils étaient ondoyés parce que, par exemple, reprenons Louis XIII, il ne s'appelle Louis qu'à l'âge de 5 ans. C'est ça qui est extraordinaire. Jusqu'à l'âge de 5 ans, il n'avait pas de prénom. Il ne savait pas s'il allait se prénommer Louis ou Henri. Et donc, il naît... Pour Louis XVI, c'était pareil. C'est tout à fait étonnant. Oui. Donc, c'est la première. C'est la première. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Snoeck, de cette manière bizarre de baptiser les enfants vers l'âge de 4 ou 5 ans? Oui, mais même Louis XIII, parce que moi qui suis né à Fontainebleau, on montre le baptistère à Fontainebleau. Donc il a été baptisé en fait, même pas dans la chapelle, pour que toute la cour puisse assister. Il a été baptisé dans la cour ovale. Donc il y a une espèce de belvédère. On le baptise là et les tableaux montrent un petit garçon. Enfin c'est assez étonnant. Alors c'est donc en plus
ça entretient un mélange, parce qu'en fait, ces baptêmes n'en étaient pas, puisque l'ondoiement avait eu lieu à la naissance, donc c'est ce jour-là que l'enfant est réellement baptisé. Donc après, c'était vraiment les circonstances de la politique qui dominaient la situation et qui imposaient. On ne posait pas de prénom avant l'âge, parce que par exemple, justement pour Louis XIII, ce qui est assez amusant, c'est que son frère cadet, donc qui est Gaston. mort. Non, le deuxième, qui n'a pas eu de prénom et qui donc est mort avant d'être nommé. Et donc dans les registres, on l'appelle, ou dans les livres de généalogie, on met N point de suspension, qui veut dire inconnu, etc. Et donc au 19e siècle, ce N est devenu Nicolas. Et donc on s'est amusé à l'appeler Nicolas, ce deuxième frère, ce premier frère de Louis XIII, alors qu'il est mort sans avoir été nommé, ce qui est assez étonnant. Oui. Non, je trouve que c'était vraiment une pratique étonnante et qui je pense regrettable. Qui n'était que dans la famille royale et dans la famille, parce que dans les registres paroissiaux, les gens du peuple, si on peut dire, étaient baptisés dans les 2 jours de leur naissance. Voilà, mais c'est sûr que, et encore aujourd'hui, on discutait la semaine dernière, les gens ne sont pas très clairs quand il y a eu un ondoiement, quel jour on a été réellement baptisé. Ils parlent du baptême, alors que c'est le jour où on fait les célébrations complémentaires. Et malheureusement, c'est ça qui a poussé l'Église à être vigilante sur les ondoiements et à être plus rigoureuse. C'est que beaucoup de gens aussi, il y avait l'ondoiement et après ne faisaient pas le baptême, ne faisaient pas la démarche. Et donc là, il y a quand même le fait d'entrer dans l'Église, qui est un signe important, que le baptême n'est pas une cérémonie privée, mais qu'on rentre dans l'Église catholique, on reçoit ce jour-là un parrain, une marraine, un nom. On reçoit aussi le Saint-Crème, le cierge. Mais l'ondoiement, en plus, peut être donné par n'importe qui. Enfin, le baptême aussi, d'une certaine manière. Tout à fait, mais l'ondoiement, d'urgence. Voilà. Mais dans le passé, il était donné toujours par les prêtres, mais c'était donc bien sûr une cérémonie très très rapide, puisque certaines fois, cela l'exigeait. Très bien. Alors, Madame Sabourin-Perrin, revenons donc à cette naissance. Et alors, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que quand on regarde les registres paroissiaux donc de Notre-Dame de Versailles, puisque c'était la paroisse de Versailles, on a donc cet acte qui prend presque une page, enfin une page et demie, une 3/4 de page, puisqu'il y a toutes les signatures royales, princières, etc. Et à côté, le suivant, c'est la naissance d'une fille naturelle. Donc finalement, les princes étaient mis avec le commun des mortels pour ces actes. Alors je vais ajouter que Louis Ferdinand, leur père, avait pour habitude de faire venir les registres et de montrer à ses enfants qu'ils étaient comme les autres. Donc dès le départ, il y a une volonté quand même, d'éducation particulière pour cette petite fille. Et donc elle va être placée dans le cadre de ce qu'on appelait la maison des enfants de France, c'est-à-dire dans l'aile des Princes. Dans l'aile des Princes qui se trouve du côté de l'Orangerie, l'aile du Midi à Versailles. Et qu'est-ce que c'est que cette maison des enfants de France? Il y a beaucoup de gens qui travaillent au service de ces enfants. Comment ça se passe? Alors, il y avait beaucoup de gens, bien évidemment. Les gouvernantes, les enseignants qui venaient là, c'est un terme moderne, enseignants, mais les professeurs qui venaient. Mais tout ce qui était cuisine et tout était celle de la maison royale. On leur apportait les repas, etc. Donc cette maison des enfants de France permettait une certaine économie, si vous voulez, en ne créant pas des maisons pour chacun d'entre eux. Oui. Donc ils avaient la même gouvernante. C'était donc il y a eu Madame de Guéméné, il y a Madame de Marsan, et, voilà, donc et Madame de Tourzel après qui sera uniquement pour les enfants de Louis XVI, mais ça permettait une certaine économie en fait. Et les professeurs par exemple des garces c'était sous Louis XV puisque Louis Ferdinand va mourir très vite, donc la petite Élisabeth n'aura qu'1 an et demi quand il meurt et pas donc, 3. Disons qu'elle naît alors que son grand-père Louis XV est encore en vie, et c'est lui qui va prendre en charge les enfants et qui les aime beaucoup. Mais l'aile des Princes, c'est loin
de la chambre du roi, hein, disons. Hein, il les voyait assez régulièrement quand même. Et il était un grand papa gâteau, mais il n'était pas proche comme était le père, hein, évidemment. Donc cette maison des enfants de France permettait de les réunir tous ensemble et de dépenser moins d'argent. Hein. Bon, on se souvient que Louis XV avait envoyé ses propres filles à Fontevraud pour éviter d'avoir trop de... Oui, donc par exemple, elle avait dès la naissance un professeur d'italien ou un professeur de danse ou des choses comme ça, donc dont elle n'allait pas se servir, mais qui pouvait servir à ses frères. Exactement. Voilà. Il faut savoir que même bébé, dans leur antichambre, les enfants de France recevaient les ambassadeurs, même tout bébé dans les bras de leur gouvernante. Ils étaient sous un dé, donc il y avait un certain appareil. Mais ils étaient éloignés des adultes, hein, ça c'est certain. Et ils ne participé à la vie de la cour qu'après avoir fait leur communion, avoir été baptisés et communiés. Donc elle perd, donc elle est la plus jeune donc de toute cette grande fratrie, et elle perd d'abord son père à l'âge d'1 an, et puis sa mère 2 ans plus tard, donc à 3 ans, elle est complètement orpheline. Voilà. Père, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui était un petit peu ce qui étaient ses parents, enfin est-ce qu'ils étaient particulièrement pieux, enfin est-ce qu'ils avaient oui, il semble que alors c'est toujours intéressant, et là on travaille là-dessus, de savoir un saint, quelqu'un qui est repéré comme avoir une piété particulièrement remarquable, il a des ancêtres dans la foi. Oui. Qui a transmis la foi? D'autant plus que non seulement Élisabeth se fait remarquer par sa piété très tôt, par exemple lors d'une réception d'ambassadeur où elle n'a que 11 ans, sa sœur Clotilde lui demande, la trouve songeuse et lui demande à quoi il pense. Il s'agit de la réception de l'ambassadeur du Siam, c'est ça? Non, ou Tipou Saïb peut-être, non, c'est de Libye. De Libye, voilà. Et donc voilà, c'est donc et la petite Élisabeth d'11 ans répond, je pense à son âme, et Clotilde répond, prions. Clotilde est vénérable, c'est-à-dire que le procès de béatification est terminé. Elle a été proclamée vénérable parce que pour le moment il n'y a pas eu de miracle. D'accord. Donc nous avons quand même 2 sœurs particulièrement pieuses. Louis XVI s'est fait aussi quand même remarquer par sa piété. Les 2 autres frères moins. Mais donc on voit bien qu'il y a... Charles X, vers la fin... Oui, il a changé, il a changé. Il est passé d'un extrême à l'autre, presque. Mais pas forcément très éclairé, d'ailleurs. Mais on voit qu'il y a... le couple était pieux. Il y avait eu Fénelon dans l'affaire, qui était un grand mystique, qui avait vraisemblablement transmis ce goût pour la prière, ce mysticisme à son élève, le duc de Bourgogne. Et puis il y a aussi le duc de Bourgogne qui était le frère, qui était le Ferdinand, voilà. Le père, voilà. Oui, parce que le fils s'appellera duc de Bourgogne aussi. C'est pour ça qu'on redonne les mêmes titres, voilà. Absolument. Et d'autre part, on a aussi autour de la famille royale des prêtres. Là, on commence à regarder aussi qui sont ces prêtres. Alors, ces prêtres sont des gens assez proches de Monseigneur de Beaumont de Péréfixe, donc qui est l'évêque de Paris, qui est un peu le fer de lance contre le jansénisme, ce qui nous donne autour de la famille princière et autour des princes des gens qui sont loin du jansénisme et qui ont une foi, finalement, on le voit dans les paroles d'Élisabeth de France, paroles très modernes, une grande confiance dans la miséricorde du Seigneur, une grande foi en la vie éternelle. Voilà, on n'est pas du tout dans une foi rigoriste, et inquiète. Voilà, donc et c'est cette foi confiante dans le Seigneur qui va la porter durant la Révolution et qui va la porter dans la tour du Temple et aussi auprès de ceux avec qui elle parlera. Et c'est ça qui va surprendre aussi, parce que c'était peut-être pas si répandu. Alors revenons quand même à son enfance. Dominique Sabourin-Perrin, elle se distingue aussi par un certain
certaine intelligence, une certaine volonté de s'instruire et même puisqu'elle fait des mathématiques, voilà. Elle a eu une petite enfance difficile. Hein. Elle était insupportable. Il faut quand même reconnaître les choses comme elles sont. Et Madame de Marsan s'est fait beaucoup de soucis pour cette petite fille. Alors, est-ce qu'elle manquait d'affection? Probablement. Oui, elle avait perdu ses parents. Oui, elle était vraiment la petite dernière. Donc, ses frères aînés avaient 10 ans de plus qu'elle. Et puis ils étaient quand même séparés pour beaucoup de choses. Donc cette petite fille faisait enrager ses pages. Hein. Par exemple, elle envoyait les ballons dans les bassins pour les voir aller se mouiller, etc. Donc elle ne voulait pas apprendre à lire non plus. Donc Madame de Marsan a demandé à une ancienne élève de Saint-Cyr, Madame de Macot, qui était en province, de venir à Paris pour la prendre en charge toute seule. Voilà. Donc Madame de Macot est arrivée avec sa propre petite fille, parce qu'elle était veuve et c'était sa petite dernière. Cette petite fille s'appelait Angélique, et elle deviendra Angélique de Bombelle. Et cette petite Angélique a 2 ans de plus qu'Élisabeth, et Élisabeth est subjuguée par cette petite fille, et on s'en rend compte. C'était des femmes intelligentes, hein, quand même, Madame de Marsan, Madame de Macot, et la cour va accepter qu'Angélique soit élevée avec Madame Clotilde et avec Élisabeth. Donc les petites mesdames, qu'on appelait les petites mesdames. Donc ce trio va être très bénéfique en fait pour Élisabeth, et Madame de Macot va lui apporter toute l'affection dont elle manquait. Donc cette petite fille va se transformer après une maladie pendant laquelle sa sœur Clotilde va vouloir dormir à côté d'elle, mais on ne la laissera pas dormir la nuit. Mais c'est à ce moment-là qu'elle va apprendre à lire et qu'elle va complètement se transformer, mais vraiment du tout au tout. Et il est aussi un autre fait, c'est que Madame de Marsan avait 2 chouchous, comme on dirait aujourd'hui, qui étaient Provence et Madame Clotilde. Et Élisabeth un jour lui dira si c'était Madame Clotilde qui vous l'avait demandé, vous auriez accepté. Donc elle se sentait un peu délaissée. Absolument. Et elle avait aussi un certain comportement et quand je pense à Madame Royale aura ce même comportement, un petit peu éloigné des gens. Elle savait son rang. Et par exemple, elle a fait une visite chez les Sœurs de l'Enfant Jésus, et Madame Clotilde va embrasser les enfants qui sont chez ces religieuses rue de Sèvres, et Madame Élisabeth va leur donner sa main à baiser. Oui, donc elle est plus distante. On verra les rapports qu'elle aura avec sa nièce, parce qu'elles sont assez proches. Elles sont assez proches et elles se ressemblent terriblement. Et donc elle a son intelligence va s'ouvrir, on la voit faire même des logarithmes, des choses assez compliquées. Mais ils sont tous matheux, apparemment, c'est Louis XVI, etc. Donc, géographie et maths. Et effectivement, elle va, quand elle va être à Montreuil, faire des tables de logarithmes qui vont servir à la marine. Curieusement, ça va être publié à la fin d'un recueil, le recueil d'un certain professeur dont je me souviens pas le nom, mais bon, bref, il prend les tables de logarithmes de Madame Élisabeth, et elles sont publiées. En même temps, elle dessine bien. Elle dessine bien, mais elle ne chante pas bien. Elle chante faux, oui. On ne peut pas tout faire. Comme Marie-Antoinette, d'ailleurs, chantait pas très bien, je crois. Oui, mais Marie-Antoinette composait, Marie-Antoinette avait plus le sens de la musique que Madame Élisabeth, je pense. Mais Madame Élisabeth a eu l'éducation des petites filles de la cour. Elle a fait de la harpe, elle a fait du clavecin, elle a quand même une éducation musicale. Hein. Alors, d'autres personnes qui vont avoir une influence probablement sur elle, ce sont ses tantes, les filles de Louis XV, ses grandes tantes, ses tantes ou ses grandes-tantes? Ses grandes-tantes, oui. Non, ses tantes, oui, je me trompe toujours il faut faire attention, ce sont les sœurs de leur père. Voilà, ce sont les sœurs des pères. Pour le coup. Voilà, donc les petites madames et les grandes Alors, les tantes, quelle influence ont-elles vraiment? Alors, moi, je suis quand même assez surpris de voir qu'après la mort de leur père et de leur mère, les relations, on aurait pu penser que les tantes puissent s'intéresser à ces 5 orphelins. Je n'ai pas l'impression qu'elles s'y soient intéressées plus que ça. Alors toutes ces tantes, pardon, parce qu'elles sont célibataires, qui sont célibataires, que Louis XV n'a pas réussi à marier. Oui. Madame de Marsan ne voulait pas. Dès que les tantes avaient bien reçu Louis XVI, etc., quand le petit duc de Bourgogne était sous douleur du duc de Bourgogne, mais quand est arrivée Madame de Marsan, elle n'a pas voulu que les tantes interviennent.
Donc c'est 4 sœurs célibataires. 4 sœurs célibataires, non pas finalement. Alors, c'est assez complexe parce que, en fait, l'abbé Madier, le directeur spirituel de Madame Élisabeth, est en fait aussi le directeur spirituel des tantes. Donc il y a des liens. Il y a un lien spirituel assez fort. Par contre, où je suis plus réservé, c'est sur l'influence de Madame Louise. Donc Madame Louise, qui est la dernière fille de Louis XV, de Louis XV. Madame Louise, donc qui devient Mère Thérèse de Saint-Augustin, donc carmélite à Saint-Denis. Donc il y a des relations, certes, mais quand on lit les textes d'Élisabeth, quand on lit ses lettres, parce que c'est ça qu'on a surtout, hein, il n'y a que ça pratiquement. On ne voit pas trop d'influence du Carmel, de la spiritualité du Carmel. Élisabeth est de spiritualité école française, mais vous savez, au Carmel, il y a vraiment l'offrande de la vie jusqu'à la mort, jusqu'au martyr. Élisabeth ne parlera jamais de cela. Il n'y a jamais, dans les écrits d'Élisabeth, le désir de mourir pour Dieu. Il y a moins de dolorisme, enfin il n'y a pas ce côté doloriste. Il n'y a pas, le Carmel, c'est une spiritualité sponsale. Les carmélites sont épouses du Christ. Jamais Élisabeth ne dit un mot dans ce sens. Donc l'influence spirituelle de Madame Louise, je pense que ça va surtout être ça va lui permettre de réaliser qu'elle n'est pas, elle, Élisabeth, appelée à la vie religieuse. Elle, par sa tante, elle sait ce que c'est. Elle connaissait aussi très bien les dames de Saint-Louis, donc les dames de Saint-Cyr, qui étaient un petit peu le seul. Il faut voir que pendant leur enfance, la seule récréation, c'était d'aller à Saint-Cyr. Donc c'était un peu leur deuxième maison. Et semble-t-il, la dernière sortie dont on ait trace d'Élisabeth lorsqu'elle sera aux Tuileries, elle retournera au moins une fois à Saint-Cyr. Donc il y avait vraiment un lien très fort avec les dames de Saint-Cyr. Donc il y a eu des projets de vie religieuse. Il y aurait pu y avoir une vie religieuse puisque Madame Louise avait montré le chemin. Et je crois que Madame Élisabeth, la vocation de Madame Louise, la vie de Madame Louise, lui montre que c'est pas pour elle. Alors donc justement vie religieuse parce que donc son frère Louis XVI devient roi elle a à peu près 10 ans, hein, et donc sa sœur Clotilde va finalement être mariée assez tôt à l'héritier du trône de Piémont, donc enfin de Sardaigne. Le prince de Piémont, mais elle, il y a des projets. On pense à un moment la marier à Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, mais qui avait 23 ans de plus qu'elle, donc ça aurait pas été un mariage très épanouissant pour elle, j'imagine. Enfin, voilà, ça aurait été un mariage vraiment politique. Apparemment, elle ne veut pas se marier. Alors, est-ce que elle l'explique, parce qu'on veut aussi la faire nommer abbesse de Remiremont, donc qui est un espèce d'abbaye un peu mondaine, c'était un titre assez assez mondain. Tout cela, elle ne veut pas, elle veut rester à la cour et elle ne veut pas se marier. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors je ne sais pas pour le mariage parce que Madame Clotilde non plus, Madame Clotilde elle a obéi. Hein. Oui, mais elle n'obéit pas. Mais elle, on lui propose pas. Surtout, c'est qu'il n'y a pas de. On a pensé à l'infant de Portugal, on a pensé au duc d'Aoste, mais rien ne se concrétise. Donc, si Louis XVI avait décidé du mariage, on l'aurait marié. Donc ça ne s'est pas fait. D'autre part, pour l'histoire de Remiremont, certes c'était une abbaye mondaine, mais il fallait quand même habiter 8 mois à l'abbaye. Hein, il fallait résider 8 mois à l'abbaye. Au cœur de la Lorraine, un peu froide. Mais apparemment c'est la Cour de France qui refuse officiellement en août la demande des religieuses de Remiremont, des chanoinesses. Des chanoinesses, voilà. Enfin la Cour, mais en fait semble-t-il c'est quand même Élisabeth qui refuse, parce qu'en fait, Élisabeth, la mère abbesse, était prophète de vœux perpétuels. C'était elle la seule vraie religieuse du chapitre. Les autres faisaient des séjours et il semblerait quand même qu'elle a une très haute idée de la vie religieuse et qu'elle ne veut pas faire n'importe quoi et que donc elle passe entre guillemets la main à sa cousine
Marie-Adélaïde de Bourbon-Condé, et qui en deviendra l'abbesse, et puis qui après partira en exil. C'est elle qui fondera l'ordre du Temple après. Saint-Louis du Temple, oui. Voilà. Elle fondera l'abbaye Saint-Louis du Temple, qui maintenant est l'abbaye de Limont-Voilan. Oui, mais il y a quelque chose dont on ne parle pas, parce qu'on n'a pas vraiment la trace écrite. Il n'y a que Madame Royale, duchesse d'Angoulême, qui l'a dit. C'est que la petite Élisabeth, à l'âge de 14 ans, aurait fait un vœu de se consacrer à Dieu. Mais un vœu secret. La famille étant présente, quand même, dans la chapelle du château. Mais on n'en a aucune trace. Pas de trace, sauf ce qu'a dit Madame d'Angoulême. Donc ça pourrait expliquer, parce qu'il y a quand même un document officiel de la Cour de France qui refuse pour Madame Élisabeth et qui propose Louise Adélaïde de Bourbon. Donc on a l'impression que son vœu, c'est de rester quand même à la Cour de France, auprès de son frère, auprès de sa famille, et en quelque sorte, être attachée à cette famille. En 79, donc elle a 15 ans, là elle va, sa nièce, sa première nièce vient de naître, Madame Royale, Marie-Thérèse vient de naître en 78, donc en 1779, elle a 15 ans, et elle quitte cette maison des enfants de France, et elle va avoir sa propre maison, ce qui est normal. Parce que Marie-Antoinette ne voulait pas, c'était un bébé qui arrivait, donc on ne pouvait pas mélanger une adolescente avec un bébé. Donc on a créé la maison de Madame Élisabeth. Donc là, elle trouve une certaine indépendance, une certaine autonomie en tout cas, et quelques années plus tard, donc en 80, oui. Non, excusez-moi, mais l'autonomie, au début j'ai pensé ça, mais quand on lit bien toutes les mémoires d'époque et tout, Madame de Marsan garde la main. D'accord. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et j'ai trouvé une lettre de sa sœur Clotilde, qui est en Piémont, mais qui se mêle de la maison de Madame Élisabeth. D'accord. Et qui dit qu'elle doit faire. En fait, Élisabeth, je la croyais vraiment laissée un petit peu en liberté, mais pas tant que ça. D'accord. Voilà. Alors, elle va avoir un peu plus de liberté en 1783, lorsque le roi va lui acheter donc le domaine de Montreuil. Alors Montreuil, il faut pas se tromper, ce n'est pas Montreuil à côté de Paris, dans le 93, c'est un des quartiers actuellement de Versailles. Donc ce domaine appartenait à la princesse de Guéménée, dont le mari avait fait une faillite retentissante. Donc du coup, je pense que le roi a dû acheter ce domaine peut-être pour pas trop cher, et donc on construit donc pour cette jeune princesse un petit domaine à elle, un petit Versailles si on veut, enfin une maison en tout cas agréable, une maison de campagne qui est donc la maison de Montreuil. On ne construit pas, on prend ce qui est, et ce n'est pas, je crois apparemment que ce n'était pas très extraordinaire. Et on va à cette époque-là, les finances sont très mauvaises, donc on va absolument dans tout ce qui peut être économie. Donc elle n'a pas tout ce qu'elle veut, puis elle-même a conscience de ce problème, puisque elle avait demandé qu'on supprime ses chevaux des écuries du roi, sans le dire au roi, et le roi aurait voulu qu'elle continue à prendre l'air, à faire du sport. Et donc, elle était très contente quand on n'a pas voulu, bien évidemment, elle a gardé ses chevaux. Mais elle a ce sens qu'on ne peut pas tout lui donner. Donc, c'est l'époque où on sabre dans les comptes pour diminuer au maximum elle a son petit Trianon, lui a dit Marie-Antoinette, quand elle lui a donné les clés, puisque c'était toujours la reine qui s'occupait des sœurs de son mari. Donc c'était la tradition, la famille royale. Donc oui, elle est contente, mais surtout qu'elle peut s'isoler, mais elle va encore râler parce que Élisabeth, elle a un fort caractère quand même, et elle va pas pouvoir dormir à Montreuil parce qu'elle n'est pas majeure, on dit majeure à 25 ans. Donc elle est obligée de rentrer. Donc elle dit oui, encore l'étiquette, je suis encore obligée de rentrer. Non, mais là, effectivement, à Montreuil, elle va donner toute sa puissance. Elle va commencer à montrer ce qu'elle est. On va écouter une petite, justement, un petit morceau qui va nous mettre dans l'ambiance de Montreuil. Que
Alors, vous venez d'entendre une romance de 1789, donc c'est vraiment juste avant le grand désastre, qui nous donne encore toute l'ambiance de cet ancien régime charmant, juste avant la Révolution, avec une musique ou des paroles. Alors, on ne sait plus bien dans cette affaire-là, Marie-Antoinette a été actrice, elle a écrit probablement la musique. La marquise de Travanet, qui était proche de Madame Elisabeth, a écrit la romance. En tout cas, c'est l'histoire de Jacques Boson, qui était donc le Suisse, un Suisse qui était vaché au domaine de Montreuil et qui avait été venu donc pour servir Madame Elisabeth et qui se morfondait de sa fiancée Marie-Françoise, qui était restée en Suisse, et donc on l'a fait venir finalement pour les marier, et c'est Madame Elisabeth qui va les marier à Saint-Symphorien, donc à Versailles, et les doter en quelque sorte, pour que il y ait une fin heureuse à leur histoire. Donc c'est vrai qu'à Montreuil, donc dans ce domaine de Montreuil, Madame Elisabeth, qui n'est pas absolument indépendante, mais qui a quand même déjà une certaine autonomie, va pouvoir donner toute la mesure déjà de sa charité, de son goût, de son attention aux pauvres. Père Snoek, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, il se passe plusieurs choses à Montreuil. D'abord, il y a une fois, Madame Elisabeth refuse qu'on achète une garniture de cheminée. Elle dit, avec cela, je peux monter un petit ménage. Elle va, donc le goût, et comme on l'a dit avec le vacher, le goût est à la ferme, à la vie campagnarde. Mais là, Madame Elisabeth va développer cette ferme parce que elle fait distribuer des œufs, du lait aux pauvres du quartier. Il y a même un tableau qui la représente ainsi. Elle reçoit aussi, avec le docteur Lemonnier, son médecin, ils vont soigner gracieusement des pauvres du quartier. Elle va chez les gens. Là, elle va rentrer en contact avec la vie, je dirais, normale. Elle est sortie de la cour et il semble qu'elle peut sortir un petit peu dans le quartier, bien évidemment accompagnée. Et qu'elle va pouvoir commencer montrer sa bonté, sa charité. Elle se fait, ce qui est pour ça qu'elle va être repérée entre guillemets comme étant la bonne Élisabeth. Cela se sait même à l'étranger. La reine de Naples l'écrira. Et à côté de cette vie de charité, en contact avec les gens du quartier, il y a aussi une vie de prière à Montreuil. Alors, je crois qu'il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un salon où on se retrouve pour faire de la piété, mais il y a néanmoins, on prie le soir avant de repartir à Versailles, ces dames prient ensemble. Il y avait l'abbé Madier venait aussi donner des conférences pieuses. Donc j'imagine qu'il y a aussi une messe peut-être quotidienne ou pas. Alors pas là non, non. Je pense elle avait la messe avant. Et puis autrement il y a à Versailles, au château avec le roi alors donc. Et puis elle va aussi à certaines occasions à Saint-Symphorien. Très bien. Donc il y a quand même deux événements qui nous montrent un petit peu sa relation aussi à la spiritualité. C'est la mort de sa petite nièce Sophie Béatrix, donc qui meurt, qui est la dernière enfant de Marie-Antoinette et de Louis XVI, qui meurt à l'âge de 11 mois. Et au moment de cette mort, elle écrit à Marie-Thérèse, donc à son autre nièce, en disant « Je suis bien heureuse elle est bien heureuse d'être morte à l'âge de 11 mois parce que du coup, elle a pu aller au paradis directement sans avoir à s'ennuyer sur cette terre pendant très longtemps. » Qu'est-ce que vous pensez de cette lettre ? C'était prophétique, parce qu'elle a échappé aussi à la Révolution. Comme Madame Louise qui est morte bien heureuse en 1787. Je crois qu'il faudrait pas. Elle a une foi en la vie éternelle indéfectible et pour elle justement la mort n'est pas la fin de tout et l'ouverture dans une vie heureuse ensemble aussi. Ça qui est très important. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est la mort de sa tante. Donc sa tante Sophie, qui est donc une des filles de Louis XV, qui meurt un petit peu avant. Et c'est difficile de savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, mais il semblerait que la mort de cette tante réveille aussi un petit peu dans le cœur d'Élisabeth le désir de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Elle a le sentiment que c'est sûr que les filles de Louis XV elles coulent une vie
heureuses entre Versailles et Bellevue, mais n'ont aucune prise sur aucun événement. Elles n'ont aucun rôle dans la société. Et Élisabeth veut, je pense qu'il y a le désir de jouer un rôle, de faire quelque chose, que quand elle se présentera devant le Seigneur, qu'elle ait quelques petites choses dans les mains. Dominique Sabourdin-Perrin, justement, elle veut faire quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que c'était quelqu'un de volontaire. On a l'impression qu'elle a des idées politiques au moment où la révolution va éclater, un peu plus radicales que son frère. Est-ce qu'on peut les opposer tous les deux dans leur manière de voir la manière de s'opposer aux événements ou pas? Elle ne s'opposera jamais à son frère. Donc on peut pas parler d'opposition, même si elle a des idées plus réalistes. Ces idées réalistes lui viennent du contact avec les gens de Montreuil. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte de la misère du peuple et qu'il se passe quelque chose. Donc mais dire opposition, non. Opposition, elle va dire mon frère aurait peut-être dû faire ceci, elle anticipera peut-être il aurait dû réagir comme ça, mais dès que son frère a décidé, elle ne dit plus rien. Est-ce qu'elle aurait été plus ferme, probablement pour une intervention militaire ou des choses comme ça? Ça je peux pas le dire. Elle a beaucoup admiré la guerre aux Amériques, donc ça elle s'est passionnée. Elle a commencé à s'intéresser à la politique à ce moment-là. Elle commence à se passionner pour la guerre en Amérique. Elle voit la misère du peuple, mais elle reste princesse et elle voudrait que son frère prenne les rênes beaucoup plus fortement du royaume, qui réagisse plus, par exemple aux journées d'octobre ou quand elle va quitter. Mais elle ne dit rien, elle ne fait pas de critique. Mais on n'a pas de lettres d'elle à sa sœur ou à différentes personnes qui pourraient nous donner. Elle anticipe, elle sait ce qui va arriver, elle le voit. Ça, on peut dire qu'elle a des prémonitions politiques, elle a une vue politique sûrement très, 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 très bonne. Plus lucide que le malheur pour tout le monde, c'est qu'elle n'est pas écoutée, que les femmes n'étaient pas écoutées, bien évidemment, et que elle obéit au roi parce que c'est Dieu, à travers le roi, elle voit Dieu. Donc, voilà. Louis XVI a une idée plus idéaliste peut-être de la situation, qu'elle est plus concrète peut-être. Elle se rend compte des problèmes tels qu'ils sont. Le problème de Louis XVI est tellement difficile à cerner. Donc je vais pas dire des choses qui... Vous savez, on va mettre les gens les uns contre les autres. Donc alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé et je voudrais qu'on en parle quand même. On dit qu'elle avait un ami, en tout cas, qui était le médecin d'Assy. Donc est-ce qui était tout à fait platonique, tout le monde le dit. Oui, je préfère parce qu'il y a malheureusement... Quelles pouvaient être ces relations? Pourquoi ce médecin? Qui est ce personnage? Je veux quand même, on va le dire, parce que vous évoquez le problème. Il y a eu deux livres qui ont paru et qui ont très mal interprété une lettre de Madame Élisabeth où elle dit « Je suis folle de Dassy » comme toutes les femmes de la cour, parce que il avait soigné très très bien Madame de Raigecourt qui était restée à Fontainebleau. Donc c'est un personnage qu'elle a connu quand elle avait 7-8 ans, qu'elle allait à Fontainebleau et c'était un grand ami du docteur Lemonnier. Donc tout le monde, Madame de Marsan aussi, qui aimait beaucoup le docteur Lemonnier, on a dit aussi qu'il y avait des relations entre Madame de Marsan. Enfin, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose, et puis il faut voir que dans les lettres de l'époque, les gens utilisaient des expressions qui aujourd'hui supposeraient des choses beaucoup plus intimes. Il faut quand même se replonger dans le contexte. Et donc il y a une mauvaise interprétation des choses et c'est bien d'image. Et puis il faut préciser, même si Madame Élisabeth parle dans une lettre du bel homme en parlant du docteur Dassy, et qu'on a un portrait qui est assez flatteur, que le docteur Dassy a 23 ans de plus que Madame Élisabeth, que c'est un homme marié, un père de famille, donc voilà, c'est loin, c'est loin, en quelque sorte. Voilà, comme vient de dire Dominique, elle le connaît, elle a 8 ans, donc voilà, on est dans une relation, de pratiquement, enfin voilà, il a l'âge d'être son père. Et en plus, le docteur Dassy n'était pas croyant, donc elle va lui offrir des livres pour essayer de le convertir. Tout en étant consciente. Je sais que vous ne partagez pas. Oui. Donc on a des correspondances avec. Comment sait-on ça? Alors parce qu'elle écrit dans ses lettres. Oui, c'est ça. Dans les lettres pas directement à lui. Les lettres à ses dames. Non, d'accord. Oui. Il y a une petite vérité à rétablir. Donc, le docteur Dassy ne meurt d'après certains ouvrages qui se recopient, serait mort en voyant passer la charrette avec Élisabeth pour l'échafaud.
En fait, c'est très romantique. Mais non, ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, Dominique a retrouvé les choses parce qu'on a... donc il y a eu des études de fait sur le docteur Dassy. Voilà, il faut toujours retourner aux sources. Et donc il meurt 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, en 95, dans son domaine de Fontainebleau, il a été enterré dans Fontainebleau. Donc ça donc cette page romantique doit être tournée. En tout cas, ça prouve que c'était quelqu'un que Madame Elisabeth avait des sentiments. C'était quelqu'un qui pouvait ressentir une affection et une empathie pour des personnes. C'était pas quelqu'un de. Et puis alors alors ça c'est moi qui suis né à Fontainebleau. Bon, il y a une énigme quand même à Fontainebleau. Donc Madame Elisabeth aimait beaucoup Fontainebleau et il y a un moment où Madame Elisabeth arrête de faire des frais sur Montreuil et on s'est toujours posé la question s'il n'y avait pas un projet à Fontainebleau. Et justement, le docteur Dassy achète un domaine important à Fontainebleau. Donc c'est déjà un monsieur qui a un certain âge, c'est un peu étrange qu'il achète cela. Mais il y a eu une étude très fouillée qui a été faite à Fontainebleau. Il n'y a aucune trace que monsieur le docteur Dassy aurait été un prête-nom pour un achat de ce domaine. Il fait ce domaine, semble-t-il, pour lui. D'accord. Donc, en tout cas, la Révolution arrive. Le mystère, Et tout ça se passe au moment de 1789, et donc le mystère restera entier. La Révolution arrive, elle a 25 ans, et donc elle a cette majorité légale de 25 ans pour l'époque, qui était assez tardif. Là, au moment où finalement elle pourrait voler d'une certaine manière de ses propres ailes, elle va décider de suivre d'abord son frère et sa belle-sœur et la famille royale aux Tuileries, donc en octobre 89. Ensuite, à plusieurs reprises, elle pourrait partir en 91, par exemple, avec les tantes qui partent en Italie. Elle reste avec la famille. Alors pourquoi est-ce que Dominique Sabor-d'Impera, pourquoi est-ce qu'elle reste obstinément comme ça avec son frère et avec sa belle-sœur et ses neveux et nièces? Parce qu'elle pense que son devoir est de rester auprès de Louis-Auguste, qui se retrouve tout seul finalement. Mais elle l'explique ce sentiment. Elle le dit dans des lettres. Mon frère a besoin de moi. Je ne peux pas l'abandonner. Non, elle le dit carrément. Et on sait que en fait, elle va pousser le sacrifice pour nous. Hein, mais elle, c'est vraiment son devoir. Puis je pense qu'elle aimait son frère de toute façon, et que elle va ne pas profiter des possibilités de liberté qu'elle a de sortir, par exemple. Hein. Bon, la reine et le roi ne peuvent plus, mais elle pourrait, à la rigueur, eh bien non, elle va vivre la même vie que son frère et que sa belle-sœur aux Tuileries, et c'est pour ça qu'elle va essayer d'écrire. Elle va passer son temps à écrire, à prier. Là, elle va de plus en plus prier, et il y a un rapprochement familial, et le rapprochement familial s'exprime à travers j'ose pas dire le mot parce qu'on est à l'antenne, mais des heurts familiaux parce que tout ce qu'on a dit des relations entre Marie-Antoinette et Élisabeth, à mon avis, c'est très faux. Il y a une très bonne entente entre... Oui, on n'en a pas parlé. Une très bonne entente entre Marie-Antoinette et Élisabeth depuis le moment où Madame Marie-Antoinette a vu la petite Élisabeth à 6 ans, parce que c'est Louis XV, elles n'ont pas été au devant de Marie-Antoinette. Elles sont restées à Versailles. Les 2 petites filles accompagnées par le roi, sont présentées à Marie-Antoinette le matin de son mariage. Et donc, le lien s'est fait tout de suite. Madame Élisabeth est la seule qui va dormir au hameau. Il y a personne ne dormira jamais au hameau que Madame Élisabeth. Et on a trouvé une gravure dans la belle revue de Versailles, vous savez, le château, où il y a, c'était au mois de mai dernier, où on voit Marie-Antoinette et Madame Élisabeth qui s'embrassent. Donc, elles avaient des caractères assez différents. Elles avaient des caractères différents, mais il y avait un lien entre les deux qui était... Alors c'est ça c'est un très très important d'Élisabeth de France, c'est que elle a des relations affectueuses avec des personnes très différentes d'elle. Donc son préféré dans la fratrie, c'est pas le roi, c'est Charles. Et s'il y a plus différent d'elle, surtout quand ils sont jeunes, c'est bien Charles d'Artois. Elle aime Marie-Antoinette. Il y a une relation. Marie-Antoinette a quand même fait figure un petit peu de grande sœur. Quand elle arrive, la petite Élisabeth est en cette période où elle est quand même très esseulée. Et puis, donc, il va y avoir le départ de Clotilde, et Élisabeth va se retrouver seule. Elle est la seule jeune fille
de l'entourage du roi. Tous les tantes sont beaucoup plus âgées. Elles ont une différence de 10 ans à peu près. Voilà. Donc Marie-Antoinette se retrouve elle est très proche. Mais c'est sûr, elles n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Élisabeth de France ne reste pas à la cour pour profiter de la vie de cour. La vie de cour lui pesait. Donc elle n'est pas du tout dans une perspective comme Marie-Antoinette des bals, de la mode. Enfin voilà, c'est pas, il y a pas la Rose Bertin, il y a pas Rose Bertin auprès d'Élisabeth. Et en même temps, il y a quand même cette pesanteur de l'étiquette qui pèse aussi sur Marie-Antoinette puisqu'elle va qui va s'échapper au hameau. Donc il y a un peu il y a ça, mais il n'y a pas le... Et voilà, elle n'a pas le goût des vêtements, de la mode, si quand même, Dominique Savardin, alors. Il faut pas faire une scène de vitrail Madame Elisabeth, alors. Oui, il y a aussi, mais il n'y a pas quand même, c'est pas poussé. Non, d'abord, on a beaucoup de mal à trouver trace des commandes de robe pour Madame Elisabeth. Mais de toute façon, elle était obligée d'avoir les tenues qui étaient avec sa fonction, avec son statut. Et si, elle est quand même sensible, on le voit au temple. Parce que alors là, moi j'ai personnellement vu les commandes au temple, donc elle a pratiquement la même chose que la reine. Bon, elle a peut-être pas de manteau de fourrure parce que la reine a quand même eu un manteau de fourrure, mais Madame Elisabeth est une consommatrice de chaussures. Parce qu'elle marche beaucoup et elle use plus de chaussures que la reine. Ça, je peux vous dire, et ça coûtait cher les chaussures. Oui, ça, elle ne tenait pas en place. Donc le roi, il faut savoir que, et c'est vraisemblablement cela qui a joué dans sa décision sur la vie religieuse. Elle ne se voyait pas cloîtrée parce qu'elle avait besoin de grands espaces. C'était une écuyère. C'était une écuyère. Louis XVI fait couper les branches du parc de Versailles parce qu'il a peur d'un accident. Elle courait au grand galop. Elle marche et d'ailleurs et aussi elle a, semble-t-il, alors ça c'est la fréquentation de ses médecins et puis c'est une scientifique, elle sait que la marche est utile pour la santé plus tard pour sa et puis alors elle a le problème de toute la fratrie pratiquement sauf Charles X, c'est qu'il y a une tendance à l'embonpoint. Oui, puisque sa sœur aînée, on l'appelait Gros Madame dans son enfance déjà, parce que elle n'était pas à ce point, mais quand même, il y avait, je pense que elle sait qu'il faut marcher, tout ça, et donc elle va. Alors là, on arrive. C'est une sportive aussi, je pense. Donc je reviens aux Tuileries. Donc cette familiarité, elle permet qu'il y ait des heures à table. Vous voyez, on ne s'attrape avec les gens que qu'on les connaît bien. Autrement, donc il y a des problèmes politiques à table, puisque on sait très bien que Marie-Antoinette attend l'Autriche, bien évidemment, de l'aide de l'Autriche, et que Madame Elisabeth attend de l'aide de ses frères. Donc ça devient assez. Alors que Louis XVI, lui, essaye de jouer le jeu au maximum de la Constitution. Louis XVI est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a compris qu'il n'y a plus rien à faire. Donc il voudrait que la royauté, je l'ai bien compris là, il veut éviter que la royauté n'existe plus, voilà. Donc il fait tout pour sauver la monarchie. Voilà, mais on se rend bien compte, moi j'ai vu en étudiant Marie-Antoinette quand j'ai fait sa biographie, on voit très bien que jusqu'au dernier moment, Louis XVI a sa politique et elle a sa politique et que elle ne l'associe, chacun joue son propre jeu pratiquement jusqu'à la fin. Et Louis XVI essaye tant bien que mal d'essayer de recoller les morceaux, de jouer le jeu de la Constitution très très tard. Enfin, évidemment, il y aura la question religieuse qui va être pour lui un déchirement, mais bon, en dehors de cela, il va essayer de jouer ce rôle parce que finalement, il n'était pas absolument opposé à l'idée d'une monarchie tempérée. Il voulait sauver la monarchie. De toute façon, c'était son rôle. Et il va interdire les discussions politiques à table. Vous voyez, donc c'est quand même très donc, il faut imaginer que tout ce monde prenait ses repas ensemble. Absolument. Oui, parce que l'étiquette est moins stricte. Donc, il faut imaginer. Il devait être en plus entouré de surveillants de la Commune de Paris ou autres qui devaient quand même écouter un peu leur conversation, j'imagine. Oui, mais il faut aussi réaliser. Non, mais même des Versailles. Excusez-moi. Des Versailles, tout le monde mange ensemble. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le roi, son épouse, les deux frères et leurs épouses,
Oui, donc qui sont en même temps les belles-sœurs. Simplifier un peu et Madame Elisabeth dîne ensemble. Et Louis XV y tenait. Hein. Louis XV avait ça permet de obligé discuter les jeunes ménages et chacun portait la nourriture de ses cuisines, etc. Mais il ne faut pas oublier, quand on est aux Tuileries, et ça on ne le dit jamais, que quand même on a affaire à un roi malade et à une reine malade. Ça on l'oublie tout le temps. Quand j'ai pris le journal de Louis XV aux Tuileries, Louis XVI aux Tuileries, il dit j'ai fait mes Pâques au lit. Oui. Donc c'est quelqu'un de dépressif déjà et déjà très malade. Hein. Je pense que le fait de ne pas pouvoir bouger, justement, vous disiez tout à l'heure que c'était des gens qui avaient besoin de bouger. Lui, c'était un chasseur. Enfin, il avait besoin de faire des kilomètres ou des lieues chaque jour pour. Absolument. Donc et Marie-Antoinette déjà à Versailles avait des médicaments calmants. Hein. Elle s'est mal relevée de la mort de sa petite fille, de sa dernière enfant. Il n'y a plus de relation avec le roi puisqu'ils veulent plus d'enfants. Elle a fait 2 fausses couches avant, etc. Oui, puis elle commence à avoir elle n'en peut plus, elle a un fibrome cancéreux, donc c'est une femme qui est malade. Quant à Elisabeth, elle a aussi un problème de santé que je n'ai pas très bien compris, qu'on n'arrive pas à déceler, c'est qu'elle a un problème de jambes. Ça revient plusieurs fois, et au temple, on verra aussi qu'on lui fait un cautère, mais un cautère c'est très vague, mais il y a ce cautère qui est tout le temps là pour Madame Elisabeth. Pourquoi peut-être des varices ou quelque chose comme ça, enfin on ne sait pas. Voilà. Mais c'est quand même déjà des gens qui n'ont... Oui, qui sont en plus qui sont astreints à une espèce d'enfermement, de semi-enfermement. C'est physique et moral. Il y a les deux. Bien sûr, oui. Je pense que c'est difficile à avoir, mais dans la décision d'Elisabeth de rester auprès de son frère, le fait et elle reste quand même, c'est essentiellement pour les enfants, et le fait que la reine elle-même est déjà très malade, parce que la maladie est importante et certainement spectaculaire, parce qu'il y a des pertes de sang importantes qui vont aller on aura... Elle se sent obligée qu'il va y avoir... Donc, elle-même a fait l'expérience de la mort de ses parents et elle pense, dans les circonstances en plus difficiles, que sa place est d'être un soutien de famille auprès d'enfants qui vont peut-être se retrouver sans mère. Bien sûr. Donc avançons un petit peu parce que le temps tourne. On va arriver donc au temple, parce que bien sûr les Tuileries ne sont qu'un épisode, une parenthèse, avant la chute finale. 10 août 1792, donc la famille royale quitte les Tuileries, enfermée quelques jours plus tard au temple. Alors, on dit très très vite qu'au temple, d'abord, elle accepte. Enfin, là, elle n'a pas accepté puisque en fait, elle est mise dans le lot commun et elle est enfermée avec le reste de la famille par décision donc de la convention, enfin de l'Assemblée nationale, puis de la Convention quelques jours plus tard, simplifions. Donc on la décrit déjà avec des changements physiques, une certaine maigreur très très rapidement. Enfin, elle a l'air d'avoir quand même une... Oui. Elle supporte mal. Enfin bon, là, elle commence déjà à être. Alors celui qui fait ces descriptions, c'est le docteur Lemonnier qui les avait vus, qui est le premier médecin qui est accepté au temple. Parce que contrairement à tout ce qu'on a dit, il y a eu beaucoup de médecins au temple. Et donc il y a eu 155 visites pour le petit enfant, pour Louis XVII. Donc c'est énorme, contrairement à ce qu'on peut dire. Mais avant la période. Période d'enfermement. Avant la période d'enfermement. Même encore avec les Simons. Il faisait venir des médecins parce qu'il avait peur aussi. Voilà, le premier c'est le docteur Lemonnier. Ça se passe pas très bien avec les municipaux parce qu'il garde le chapeau, il enlève son chapeau et on veut que... Il le garde sur la tête. Donc il l'oublie, il n'est pas le seul et il ne revient pas pratiquement. Il va venir pour soigner le premier rhume très important du roi. Il va soigner la famille à ce moment-là, mais on le reverra pas. En décembre, il n'est plus là. Donc c'est lui qui donne la transformation, qui indique la transformation des personnages. Mais les derniers, il y a eu les peintres aussi, il y a eu énormément de peintres qui sont rentrés dans la tour du temple. Et on décrit Elisabeth comme ayant, en 2 ans, complètement transformée. Elle est devenue d'une maigreur. Donc elle avait probablement une maladie, en plus de l'affection morale. Voilà, mais sa sœur Clotilde aussi va devenir très maigre à la fin de sa vie. Donc on ne sait pas exactement. En tout cas, elle est donc enfermée au temple avec sa famille. Le roi est donc guillotiné le 21 janvier 93. Elle se retrouve donc toute seule avec sa tante, avec sa belle-sœur,
sa nièce et son neveu. Le neveu est, dans un premier temps, en juillet, arraché à la famille, donc pour être installé avec les Simons vous allez très vite. Voilà. Non, mais parce qu'il va falloir qu'on parle aussi de la canonisation. Oui. Et donc, elle se retrouve finalement, en fin de compte, toute seule avec sa nièce, Marie-Thérèse. Oui, mais depuis le début, c'était elle le chef de famille. Hein. Depuis, elle prend tout en main. Donc à partir du mois d'août, dès qu'il rentre au temple, puisqu'elle a quand même eu la possibilité de ne pas y rentrer. Louis XVI lui a dit à l'Assemblée, vous pouvez ne pas venir avec nous. Et elle décide, alors après là, le décret est pris, et puis c'est terminé. Bon, mais là, elle prend tout le monde en main. Et les municipaux ont peur d'elle. Ils ont peur de ses colères. Elle pique une crise un jour où elle apprend qu'on a pris un de ses chevaux dans son écurie. Ça a été atroce. Hein. Donc ils ont peur d'elle. Et puis c'est elle qui prend les décisions. Et surtout quand Louis XVI meurt. Alors, la période la plus intéressante, je dirais, c'est celle où elle va être seule avec sa nièce, donc entre le mois d'août 93 et puis le moment où elle va être le 9 mai 94, donc presque un an. Presque un an. Alors, Père Snoeck, là, elle lui donne vraiment un programme de vie. Enfin, c'est elle qui la tient à bout de bras et qui va lui permettre de survivre finalement. Elle va l'éduquer. Elle va l'éduquer, je crois, aussi bien spirituellement que. Voilà, tout à fait. C'est là sa dimension d'éducatrice. Elle va faire de Madame Royale, elle va l'aider. Déjà, il y a un enseignement par l'exemple. Hein. Madame Royale va voir sa tante avec une vie de prière rythmée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que elle ne lui impose pas les choses. C'est-à-dire que elle n'a pas imposé ni sa vie de prière, ni ses pénitences. Parce que Elisabeth est très consciente qu'elle a affaire à une jeune fille qui a besoin de manger, qui a besoin de grandir, qui a besoin de développement. Au temple, les pénitences, elles étaient obligatoires. Mais Madame Elisabeth, par exemple, s'arrange pour bien repérer, parce qu'on n'était plus dans le calendrier, donc pour bien repérer les vendredis, pour pouvoir faire abstinence de viande le vendredi. Bien évidemment, on lui apporte pas du poisson. Mais et donc de toute façon on est en décadie, on n'est plus en semaine. Donc elle s'arrange, elle repère, elle a bien repéré, elle continue à vivre le calendrier et mais elle n'impose absolument pas à sa nièce de ne pas manger les vendredis. Et donc elle lui donne aussi un programme de vie elle lui impose physique, de marcher, elle lui explique qu'il faut marcher. Ça c'est très moderne finalement. Parce qu'elle était consciente, je pense qu'elle était consciente du risque de phlébite. Hein. Oui, donc elle avait peut-être déjà un problème de cet ordre-là. Peut-être que la famille, il y a peut-être une tendance, mais donc elle sait qu'il faut marcher. Et donc, Madame Royale, justement, fera des pas dans la... Alors, marcher, nettoyer sa chambre... ce qui manquera au petit Louis XVII, qui est plus petit, qui était tout seul et qui est tout petit et qui n'est pas capable de vivre seul. C'est un peu une vie régulière, presque. C'est presque une vie... monastique, oui. Donc... Alors, pourquoi est-ce que, Dominique Sapin-Pira, pourquoi est-ce que finalement on va se décider, la Convention va se décider à la guillotiner? Parce qu'on aurait pu l'expulser, on aurait pu l'oublier. Qu'est-ce qui déclenche cette... c'est la haine de Hébert et de Chaumette contre la famille royale. De toute façon, quand l'Assemblée a abandonné la famille royale, c'est pour plaire à la Commune de Paris. Hein, ça, vous le savez, vous l'avez étudié aussi. Donc, elles sont complètement abandonnées. Et Chaumette et Hébert, qui détestent les femmes, entre parenthèses, qui sont vengés sur Marie-Antoinette, vont faire de la même chose pour Madame Elisabeth. Hein, ils vont décider. Robespierre dira qu'on lui a arraché. Il ne voulait pas, Robespierre. Hein, mais il sentait lui aussi qu'il était en position très peu stable. Donc, il n'est pas intervenu. Mais bon, alors on va trouver l'histoire des bijoux de la couronne, on va l'accuser alors que la pauvre, elle était enfermée. Elle ne pouvait pas avoir assisté au vol, ni programmer le vol. Donc c'est ça, on va ressortir un vieux dossier et on va l'accuser du vol des bijoux de la couronne et puis d'intelligence avec l'ennemi. On va trouver ce qu'on veut. On peut toujours trouver quelque chose pour quelqu'un. Donc il n'y a même pas de jugement. Son avocat, on va poser 3 questions et on va dire où étiez-vous le 20 juin, où étiez-vous le 10 août et où étiez-vous le 6 et 7 octobre 89. Voilà. Donc elle est sortie du temple la veille. Alors à 9h du soir. Alors la scène est assez émouvante aussi parce qu'on lui dit, vous allez nous expliquer. Enfin, on lui dit vous venez et puis Elisabeth, elle prend ses affaires. Elle a juste le dent. Elle se retourne vers la petite Madame Royale et elle lui dit pensez à vos parents et à Dieu. Voilà.
Voilà, c'est tout. Où elle dit même je vais revenir, mais on lui dit non, tu reviendras pas. C'est en bas, c'est en bas, oui. Non, mais c'est à Marie-Antoinette surtout qu'ils ont dit ça. Oui. Mais à Madame Elisabeth, elle prend ses affaires et puis elle part très rapidement. On a relevé ce qu'elle avait sur elle. Elle avait une petite croix, elle avait les armes de France, elle avait le sceau royal aussi, je crois. Enfin, il y a une liste de petits objets et elle part pour la conciergerie dans la nuit. Le lendemain, elle est présentée au tribunal. Expéditif. Et puis, je dis, il y a 3 questions. Mais là, c'est la grande terreur. Voilà, Chauveau-Lagarde n'a rien pu faire. Il l'a même pas consulté ni rien. Donc, c'est vraiment un assassinat. On va me passer un assassinat programmé. Une musique de circonstance. Et elle est guillotinée à 3h de l'après-midi. D'accord. On va en reparler après, là. Le député Guillotin dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine gay, c'est la guillotine. Pour punir la trahison, la haute rapine, ces amateurs de blason, ces gens qu'on devine, voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits. C'est la guillotine gay, c'est la guillotine. À force de comploter, la horde mutine, a gagné sans y penser, migraine maligne. Pour guérir ces messieurs-là, un jour on les mènera à la guillotine gay, à la guillotine. De la France on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et mis en ruine. Mais de noble on a gardé de mourir le coup tranché par la guillotine gay, par la guillotine. Alors nous venons d'entendre La guillotine permanente, qui est un chant de la terreur, donc de 1793 et 94, interprété par Marc Augeret. Alors si on réécoute les paroles, de la France, on a chassé la noble vermine, on a tout rasé, cassé et tout mis en ruine. Donc c'est un programme tout à fait définitif qui a été en particulier appliqué donc pour Madame Elisabeth, qui donc est guillotinée dans une fournée de 25 personnes, donc le 10 mai 1794, place de la Concorde, donc où était installée la fameuse guillotine permanente. Hein. Donc lorsqu'elle montait l'échafaud, enfin bon, on a des témoignages sur la manière dont elle va avoir une espèce de force surnaturelle quand même autour avec ses co-détenus, enfin c'est quoi. De fait, les témoins vont être surpris de voir que les personnes qui sont autour d'elle sont paisibles. Et en fait, c'est là où elle va donner toute sa dimension spirituelle et vraiment présenter aux uns et aux autres l'éternité comme une éternité bienheureuse, une éternité où on vit ensemble. Donc il y a une mère qui se désole de la mort de son fils, parce qu'il y a la mère et le fils qui sont dans la même charrette. Et elle leur dit, mais vous serez ensemble. C'est là aussi, donc il y a une femme qui souffre beaucoup de maux de ventre, Madame de Sérilly, et elle la convainc de déclarer sa grossesse. Parce qu'elle lui dit, mais vous n'avez pas. Alors Madame Sérilly est complètement désespérée parce que son mari a déjà été guillotiné, et à quoi bon? Et elle lui dit, mais vous n'avez pas le droit de prendre la décision pour cet enfant que vous portez. Alors en fait, j'ai eu les descendants. Donc elle était vraiment enceinte? Non, on ne sait pas. On sait pas. Il n'y a pas eu d'enfant. Donc soit elle l'a perdu, soit elle n'était pas enceinte et elle avait des maux de ventre importants. Mais enfin, il n'y a pas eu. Elle a été sauvée. Donc puisqu'elle n'a pas, donc elle a déclaré sa grossesse et elle a échappé à la période terrible.
puisque là on est quand même au seuil, on est à 2 mois de la, on est à 2 mois, hein, 9 mai, 10 mai 1714, la chute de Robespierre, c'est en juillet. Hein. Donc le corps est jeté à la fosse commune au cimetière des Érancy, voilà, qui se trouve à peu près rue Monceau aujourd'hui. Les fouilles qui ont été faites par la suite n'ont rien donné. Enfin bon, ça a été impossible de redécouvrir son corps, qui est sans doute aux catacombes maintenant, avec tout le reste des condamnés de cette... On l'a jeté le corps dénudé, les têtes n'étaient pas avec. Oui, il n'y a aucune possibilité de le retrouver. Aucune possibilité. Oui, comme pour Louis XVII d'ailleurs, qui était jeté dans une fosse commune, on ne sait pas bien exactement où il pouvait être. Elle s'est retrouvée avec tous ses bourreaux. Hein. Le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée avec tous ses bourreaux dans la même fosse. C'est une belle image d'une certaine manière. Il y a un côté, finalement, tout le monde a été emporté dans le même vent de folie, finalement, quelques mois plus tard. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il va y avoir le déplacement de la guillotine et on a quand même 1306 victimes qui, elles, vont être qui vont être à Picpus et qui y sont toujours, dont les Carmélites de Compiègne, les princesses de Noailles, de Noailles. Mais il y a un clin d'œil de la Providence qui fait que lorsque on arrive à l'ultime fin de la terreur, où là les choses se renversent et les gens, les révolutionnaires eux-mêmes sont guillotinés, là on remet la guillotine à la Concorde et les guillotinés, Robespierre et les autres ne sont pas guillotinés à la Nation, mais à la Concorde. Et donc aux Érancy. Je peux me permettre juste une chose. J'ai réalisé il y a 2-3 jours, je vous l'ai dit, mon père, c'est que le traumatisme qu'a dû subir Madame Elisabeth sortant du temple, de l'enfermement dans un vaste clos, et de se retrouver en même pas 24 heures sur une place immense, avec foule, c'était épouvantable. Oui, après avoir été enfermée pendant 2 ans presque. Oui, elle n'a pas vu la lumière du jour. Et puis, c'est une dimension... Absolument. Donc elle est emmenée de nuit, elle se retrouve d'un seul coup. Oui. Donc il nous reste un quart d'heure à peu près pour parler de la canonisation, ou de la béatification dans un premier temps, n'allons pas trop vite. La cause, alors, est-ce que historiquement la cause avait été entamée en 1953, je crois, par Monseigneur Feltin, cardinal archevêque de Paris à l'époque. Donc à ce moment-là, lorsqu'on ouvre une cause comme ça, on devient servante ou serviteur de Dieu. Voilà, c'est le terme consacré. Et tout ça a été mis en sommeil, a été relancé en 2016. Alors, Père Snoek, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce processus, pourquoi il a été arrêté, pourquoi il a été relancé? Alors, arrêté, c'est assez compliqué. Avant, dès le 19e siècle, il y avait... Alors, 19e, on n'a pas vraiment de traces, mais dans la première moitié du 20e siècle, dans l'entre-deux-guerres, il y a une carmélite à Meaux qui estime avoir reçu des grâces de Madame Elisabeth et qui va travailler avec l'autorisation de ses supérieurs à la béatification, écrire un livre, on diffuse des images, on peut en trouver encore, où on demande que s'il y a des grâces, on les transmette au Carmel de Meaux. La carmélite va en faire un livre. Des grâces que nous avons. Elle est soutenue par la duchesse de Vendôme. La duchesse de Vendôme est la sœur du roi des Belges, le roi Albert, qui a épousé le duc de Vendôme, lui-même fils du duc et de la duchesse d'Alençon. La duchesse d'Alençon qui est morte au bazar, dans l'incendie du bazar de la Charité. Voilà, mais les choses se noient avec l'Action française, tout ça se perd. Puis il y a la guerre. La duchesse de Vendôme aussi a une fin assez triste. Et tout est repris après la guerre. Donc là, avec beaucoup de moyens. Et puis, je crois qu'on arrive assez vite dans les années du Concile, les années 70, où la plupart des procès de béatification sont mis en sommeil. Et donc, voilà, nous arrivons là où il faut reprendre les choses avec les nouvelles normes. Les nouvelles normes, donc le processus est le suivant, il faut dans le diocèse... 2007, c'est en 2007 qu'on a changé un peu les... Oui, voilà. Alors il faut, le principe, c'est qu'il faut d'abord que une béatification, une demande de béatification soit portée par le peuple de Dieu, donc il faut qu'il y ait la fondation dans le diocèse où est morte la candidate en quelque sorte, ou le candidat, qu'il y ait une association privée de fidèles reconnue par l'évêché qui soit fondée. Donc ce qui est une association loi 1901, certes devant l'État, mais
D'accord. Mais il faut qu'il y ait une association privée de fidèles. Cette association privée de fidèles nomme un postulateur, en l'occurrence elle m'a nommé, et l'archevêque à ce moment-là le confirme, il n'est pas obligé. Donc l'archevêque confirme, c'est ce qui s'est passé le 8 décembre 2016, et ensuite, eh bien, il faut demander à la fois à la conférence épiscopale son avis et à la congrégation pour la cause des saints. Donc on appelle ça, donc il y a un nihilobstat, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, pas d'obstacle à la congrégation qui est chargée de l'étude des causes. Donc ce nihilobstat a été donné et la conférence épiscopale donc s'est proposée, donc s'est prononcée donc à une grande majorité pour la réouverture de la cause. À partir de ce moment-là, l'archevêque de Paris, puisque les choses le décès s'est passé à Paris, donc l'archevêque de Paris a fait un édit a promulgué un édit appelant toutes les personnes qui avaient des informations, qui avaient des objets, à les présenter. Cela ne veut pas dire que l'archevêché va les garder, c'est-à-dire qu'on les présente, on les authentifie, on les photographie, on fait des copies certifiées conformes des écrits, et puis ensuite et donc l'archevêché a nommé 2 censeurs théologiens qui vont étudier tous les écrits publiés et donner un avis pour s'ils sont conformes à la foi de l'Église. C'est en cours. Il y a aussi eu la nomination, il y a 8-10 jours, de la commission historique. Donc c'est-à-dire 4 historiens, en l'occurrence, qui vont donc étudier toute la vie et donc faire des rapports. Et il y a donc en attente, là c'est pas encore fait, là il va y avoir la commission d'enquête, donc qui est composée d'un évêque, d'un représentant l'archevêque de Paris, d'un prêtre, le promoteur de justice, et d'un notaire. Donc ceux-là ne sont pas encore nommés, et donc après le travail il va falloir faire toute une enquête suivant les normes en vigueur actuellement pour déterminer si il n'y a pas d'obstacle et si au contraire il y a l'héroïcité des vertus. Alors le pape a promulgué en juillet 2017 un motu proprio ouvrant une 3e possibilité pour les béatifications. Jusqu'à présent, il n'y avait que 2 possibilités, soit l'héroïcité des vertus, soit le martyre par haine de la foi. Donc nous voyons tout à l'heure, quand on a parlé des accusations au moment de la mort, de l'exécution de Madame Élisabeth, même si elle meurt de mort violente, elle ne meurt pas par haine de la foi. Donc elle ne peut pas préciser, elle ne peut pas bénéficier, entre guillemets, elle ne peut pas être martyre par haine de la foi. Mais le pape a ouvert une 3e voie, qui est l'offrande de la vie. C'est-à-dire tous ces gens qui, comme les moines de Tibrine par exemple, qui vont mourir de mort violente suite à leur décision ferme, claire, de demeurer là où le Seigneur les a appelés et de vivre totalement donné, en connaissance de cause, pour les gens vers qui ils sont envoyés. Et on peut penser que Madame Élisabeth entre dans cette 3e catégorie qui vient d'être créée, et ça sera à la commission historique de le déterminer. Donc la commission historique va faire la commission historique et la commission d'enquête, surtout la commission d'enquête. Donc tout le monde va faire son travail, et si tout cela est concluant, positif, donc il y aura une conclusion, et l'archevêché de Paris donc conclura le dossier, on écrira ce qu'on appelle la positio, qui est une synthèse donc des travaux. Le tout sera scellé et envoyé pour examen à la congrégation pour la cause des saints. Alors on parle parfois vraiment de procès de canonisation avec un advocatus diaboli, tout ça. Est-ce que ça existe toujours? Oui, parce qu'il faut que la mission du promoteur de justice, c'est d'essayer de voir s'il y a des obstacles. Donc le promoteur de justice, c'est un peu l'avocat du diable. C'est lui qui va essayer de trouver ce qui ne va pas. Qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui va, entre guillemets, titiller la commission historique
Pour trouver des précisions. Et au milieu de tout ça, le promoteur, lui, le postulateur, lui, il est chargé de veiller à ce que tout le monde travaille et d'avancer, est un peu la locomotive. À la fin, il y a une espèce d'avis de la congrégation et le pape décide à partir de cet avis. Donc quand il y aura eu l'après, voilà, il y aura l'avis de la congrégation et voilà. Et alors parallèlement, bien il faut qu'il y ait un miracle pour que la béatification soit prononcée. Donc, c'est-à-dire que si des gens reçoivent des grâces, un signe par l'intercession d'Élisabeth de France, ils le signalent et, un peu comme nous venons de le voir pour le miracle de Lourdes, donc il y aura une commission médicale qui étudiera la question et si donc l'évêque du lieu où a eu lieu la guérison, donc après avoir eu l'avis de cette commission médicale, proclamera la guérison. Dominique Sabourin-Perrin, donc vous travaillez avec cette commission. Quel est votre rôle dans cette affaire là? Je vais faire partie. Vous faites partie de la commission historique. Alors comment est-ce que vous allez travailler? Vous allez essayer de trouver d'autres éléments ou vous avez déjà tout? Pour le moment, encore aucune idée. Moi, ça va dépendre des autres et puis de ce que le président de la commission va demander. Donc vous pensez trouver des documents nouveaux? Je ne sais pas. On trouve tous les jours. Hein. De toute façon, en tout cas, vous allez essayer de creuser ce personnage. Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à sa béatification? On va nous dire il y a un aspect politique. Est-ce que ça va pas être une béatification royaliste ou anti-révolutionnaire, anti-républicaine, etc. Est-ce que ça pourrait... Pour le moment, il faut se tenir absolument en dehors de tous ces possibilités. Quoi. Il faut rester absolument neutre. C'est l'important. C'est le procès, la béatification d'une jeune femme célibataire qui vit pour les siens. Et je crois que c'est important aujourd'hui. Qui est un contexte comme un autre. Qui est un peu particulier, c'est sûr. Mais c'est pas le contexte qui fait sa sainteté. Voilà, exactement. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, le pape Jean-Paul II avait demandé que l'on fasse des béatifications de couples. Mais aujourd'hui, dans l'Église, il y a aussi beaucoup de personnes célibataires. Nos paroisses accueillent beaucoup de personnes célibataires et Madame Elisabeth est un beau modèle de célibataire. Dans les familles, dans nos familles éclatées, il y a des personnes qui vraiment donnent leur vie pour un parent âgé, dans des situations, et elle est aussi un beau modèle, un bel exemple, voilà. Et puis dans cette situation aujourd'hui aussi où la foi en la vie éternelle, quand on fait des enquêtes en sortie de messe, semble-t-il, ce n'est pas la foi la plus communément partagée. On pense pas beaucoup au ciel, peut-être suffisamment au ciel aujourd'hui, et les écrits de Madame Elisabeth sont très révélateurs, très forts dans ce domaine. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la béatification de Charles de l'empereur Charles de Habsbourg récemment? Est-ce que c'est aussi un homme? Là, c'était plus un homme politique. Oui, disons que là, on n'est pas du tout dans les mêmes choses. Oui, mais là, on a des vies, on est en cours. Le procès est en cours. Je connais un petit peu. Oui. Charles, là, on a un couple. Et Jean-Paul II avait tenu à que le jour de la fête du bienheureux Charles, ça soit le jour du mariage. Donc il y a vraiment l'idée du couple. C'est un beau couple. Il y a une spiritualité forte. Mais là encore, on n'a pas béatifié le chef d'État. On a béatifié avant tout un père de famille, particulièrement pieux, particulièrement... Ça peut donner une piste, effectivement, pour dissocier le côté politique du côté... Zita, alors d'un côté, elle est un peu comme Elisabeth, c'est-à-dire qu'elle n'a pas elle est impératrice tellement peu de temps, mais elle a un rôle elle a un rôle politique, certes, mais ce qui est beau, c'est chez elle, c'est le pardon, c'est la vie de prière. Elle passe 3-4 mois par an dans l'abbaye de Solesmes. C'est le fait d'être une laïque qui prie, qui a une vie de prière. Alors ça, c'est commun avec Elisabeth. Mais entre une femme qui meurt donc sur la guillotine à 30 ans exactement, et une dame qui vit à plus de presque centenaire, avec 8 enfants et toute une descendance. Il y a un rôle. Alors c'est sûr qu'il y a aussi un rôle d'éducation chez les deux. Moi, Zita avait un regard sur l'éducation religieuse de ses enfants, de ses petits-enfants. Elisabeth l'a eu pour Madame Royale.
Est-ce que donc on arrive presque à la fin. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut lire absolument Élisabeth de France, l'offrande d'une vie de Dominique Sabordin-Perrin, qui vient de paraître aux éditions Salvator. Et alors, si on veut s'associer à cette démarche, est-ce qu'il y a une association? Alors, il y a une association, donc il faut aller sur le site de l'association, on peut devenir membre de l'association. Est-ce qu'on a l'adresse ou est-ce que... C'est l'adresse de la paroisse, 195 rue du Temple. Bon, si vous tapez sur Internet Sainte-Élisabeth de Hongrie, Paris, vous allez tomber dessus. Et puis aussi, donc il y a un site de la béatification. Si vous tapez Élisabeth de France ou béatification Madame Élisabeth de France, normalement on tombe sur le site. On tombe sur le site, très bien. Et puis je sais qu'il y a beaucoup parce qu'en fait Madame Élisabeth avait donc ces dames à qui elle écrivait ou à qui elle a donné des objets. Donc il y a les descendants de ces dames gardent précieusement les choses. Et bien si les personnes ont des choses, en particulier des lettres, c'est très important parce que de les montrer, sur Madame Élisabeth. Voilà. Contacter la paroisse de Sainte-Élisabeth de Hongrie à Paris. Oui, ou l'association. Et l'association. Voilà, je vous remercie tous les deux. Donc, de nous avoir invités. Le père Snoeck et puis Madame Sabordin-Perrin d'être venus pour parler d'Élisabeth de France, la sœur de Louis XVI. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 2 mars 2018, diffusée dimanche 4 mars de midi à 13h30 et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.